Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos projets et que vous êtes en forme. Moi, tout va bien de mon côté, je suis en pleine forme, je suis toujours sur tous les fronts, voilà, de tous les côtés, avec tous les projets qui sont en cours, projets IMO, etc. Et ce que je voulais vous dire, j'ai eu une grosse galère il y a un peu plus d'une semaine dans une de mes locations courte durée. Donc je détaillerai pas plus parce que je pense que ça fera l'objet d'un épisode. Un épisode dans lequel je vais parler on va dire, cette petite galère en location courte durée, mais aussi des petites galères que j'ai pu avoir avant. Parce que c'est vrai que moi, ça fait 3 ans que je me suis lancé en location courte durée et voilà, j'en ai eu quelques-unes, des petites galères. Alors bien évidemment, à chaque fois, rien de grave. Mais là, voilà, on va dire que c'était un peu plus grave que d'habitude. Voilà, juste pour faire simple, j'ai fini au commissariat à déposer plainte. Mais voilà, je détaillerai plus tard. Quoi qu'il en soit, je pense que ça peut faire un bel épisode dans le sens où, oui, certes, je vais parler de la galère que j'ai eue, mais c'est surtout les enseignements que j'ai pu en tirer à chaque fois. Parce que c'est vrai que quand on est à l'instant T, sur le moment, on se dit putain, mais pourquoi ça m'arrive, fait chier. On est assez négatif, alors que moi de base, je suis pas du tout négatif. Et puis après, après réflexion, et une fois que, on va dire, l'orage est passé, on se rend compte de certaines choses et voilà. Moi, c'est surtout ça que j'aimerais détailler, voilà, les enseignements que j'en ai tirés et que j'en tire encore. Bien évidemment, c'est pas terminé. Sinon, pour vous faire un petit retour rapide concernant l'épisode avec Romain, écoutez, ça vous a plu. Moi, c'était un plaisir de tourner cet épisode avec Romain. Voilà, un invité, on va dire, spécial dans le sens où c'était le premier avocat du podcast. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. On verra ça par la suite. Mais en tout cas, c'était trop bien. Donc merci Romain encore pour ta participation. Et enfin, concernant l'épisode du jour, c'est un épisode que j'ai tourné avec Sylvain. Donc Sylvain, on s'est rencontrés, c'était en 2021, un séminaire des gentlemen, séminaire wakeboard et immobilier. Donc en fait, tous les matins, on abordait les sujets divers avec voilà, un avocat fiscaliste de mémoire, il y avait un expert comptable, il y avait Tony et Yann qui faisaient des interventions, bref, c'était top. Et les après-midi, on faisait du wakeboard, et les soirs, c'était repas et échange entre invités. Alors, pour rappel, moi, c'était mon premier événement que j'ai fait. Et c'était vraiment trop bien dans le sens où moi de base je suis pas du tout timide, je suis pas du tout réservé parce que voilà, je suis banquier, je suis commercial, donc c'est quand même dans ma nature en fait d'être assez extraverti, puis voilà, d'échanger, d'aller vers les gens, etc. Et c'est vrai que là, c'était mon tout premier événement dans l'immobilier. C'était quand même une belle sortie de zone de confort. Et en amont de participer à ce séminaire, j'avais quand même eu voilà, un petit coup de... Pas vraiment un petit coup de stress, mais voilà, une petite appréhension dans le sens où c'était quelque chose que je connaissais pas. Voilà, je m'étais dit, je vais aller quelque part à un événement, il y a une vingtaine d'investisseurs, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, quand j'étais arrivé au séminaire, de mémoire, je crois que c'était le vendredi soir, voilà, c'est ça. J'ai été super bien intégré, super bien accueilli. Malgré le fait qu'il y avait quand même des investisseurs qui se connaissaient entre eux, et ben voilà, j'ai pu intégrer le groupe. Et du coup, maintenant, voilà, je fais régulièrement des événements avec eux, avec les gentlemen, et puis les personnes voilà, qui participent souvent à leur séminaire. Donc c'était vraiment trop bien. Et puis encore une fois, je vous invite à participer à ce genre d'événement. Et tout ça pour vous dire que voilà, j'avais rencontré Sylvain, sa compagne, à cet événement. À l'époque, Sylvain, il était prof de wakeboard. Et là, aujourd'hui, il est marchand de biens. Et en fait, quand je l'ai rencontré à l'époque, il commençait à investir dans l'immobilier avec sa compagne. Et on va dire par la force des choses, il est devenu en fait marchand. Il l'expliquera dans le podcast, enfin dans cet épisode. Et moi, je trouve que depuis qu'on s'est vu il y a 4 ans, il a eu une évolution, à mon sens, qui est fulgurante, qui est incroyable. Donc voilà, je vous invite vraiment à être attentif à l'épisode. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour qui, j'espère, vous plaira. Et bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sylvain dans le podcast. Je suis très heureux de l'accueillir et je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Alors j'ai fait le calcul avec Sylvain, on s'est rencontrés il y a 4 ans exactement. Et est-ce que tu te souviens où est-ce qu'on s'est rencontrés, Sylvain? Ouais, bonjour Romain, bonjour à tous. Oui, je me souviens parfaitement, c'était,
un rendez-vous WEC IMO, organisé par les Gentlemen Investisseurs. J'avais pas la C'est date, ça, ça fait déjà 4 ans, incroyable. Mais oui, on s'est rencontrés, on c'est avait ça, passé un week-end à faire du wakeboard et puis des ateliers IMO, et c'était très chouette. c'est ça. Donc c'était en juin 2021 et Yes. puis, bon, il y en a qui étaient très forts au wakeboard, comme Sylvain et on vous expliquera pourquoi et puis il y en a qui, comme moi, étaient pas des foudres de guerre mais on s'est bien marré, on s'est bien amusé en tout cas. On s'est bien marré, on a fait des belles rencontres, bah, dont toi, tu vois, qui me permet d'être là aujourd'hui. J'ai rencontré aussi, Damien, avec qui je suis toujours en Ah contact, oui, un marchand de biens là sur Vannes, par chez moi. c'est Et ça, plein d'autres gens, et c'était vraiment chouette, et je conseille à tout le monde de participer à ce genre de week-end ou ce genre de rencontres. Ça permet vraiment de upgrade, et donc tu vois, de faire de belles rencontres et d'avoir les bonnes informations, donc c'est vraiment top. c'est ça, des belles rencontres, des potentiels associés, enfin, j'en parle quasiment à chaque podcast, mais c'est vrai que c'est top les rencontres comme ça. Exactement. Sinon, Sylvain, on va démarrer tout de suite. 1 question, j'aimerais qu'en 1 minute maximum, tu nous dises, qui es-tu? Quel âge as-tu? Et que fais-tu? OK, 1 minute, alors version courte. Voilà, Moi, c'est Sylvain, j'ai 38 ans, je vis en Bretagne avec ma compagne Vanessa. Vanessa qui me suit depuis maintenant 15 ans. On a un enfant ensemble qui a 9 ans, un petit garçon. J'ai pas fait de grandes études. Je viens d'une famille, modeste, voire même très modeste. Je sais pas trop où on met le curseur, mais en tout cas, il a fallu que je travaille rapidement. Donc pour travailler rapidement, moi, j'ai choisi la voie professionnelle. Donc j'ai fait des études en ébénisterie, dans un métier OK, manuel. Quand je suis rentré dans la vie active, j'ai fait des saisons d'hiver, saisons d'été. Je suis un fan de sport de glisse, donc l'été, je travaillais dans un bar à l'île-Dieu, sur une petite île. Ça me permettait d'être proche de la mer et de pouvoir, faire des sports aquatiques, et puis l'hiver, je partais à la montagne pour faire le ski, le snow. Et ensuite, je me suis installé en Bretagne, je suis retourné dans le bois parce qu'il a fallu me poser là avec ma compagne. J'ai été menuisier pendant pas mal d'années, jusqu'en 2017, où là, j'ai complètement pivoté. Je suis devenu coach de wakeboard. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Et c'est c'est ça. pour ça que j'ai participé à ce week-end. Il y avait du wakeboard, il y avait de l'IMO, c'était parfait. Et et c'est là que tout a commencé d'ailleurs avec l'immobilier, quand je suis devenu coach de WEC, pardon, en 2017. Parce qu'on avait beaucoup de temps, l'hiver. On travaillait beaucoup l'été, mais l'hiver, on avait 10 semaines de congé. J'étais en CDI en plus, donc le plan parfait. Et donc j'ai commencé à rénover des apparts, des petits immeubles pour moi, pour faire de la loc, et ça a démarré comme ça. En 2022, donc 5 ans plus tard, je quitte ce job pour être, marchand de biens, voilà, full time. Donc je suis marchand de biens depuis 2022. J'ai créé ma première société. Puis en 2023, j'ai créé une nouvelle société, Le Bon Flip, avec mon associé acolyte Ismaël, que tu as reçu sur ton podcast. Ouais. Et depuis, voilà, donc je suis marchand de biens. Je m'intéresse aussi à la reprise d'entreprise depuis peu, et je fais de l'accompagnement aussi en one to one. J'accompagne des débutants qui veulent se lancer dans le marchand de biens. Je les accompagne sur des opérations de A à Z. Et là, avec Ismaël et la société Le Bon Flip, on est justement en train de créer une offre où on va pouvoir accompagner, plus de personnes. Donc ça va sortir prochainement. Bon, bah, c'est cool. De toute façon, on aura le temps de revenir en détail dans, pas mal de choses. Avec plaisir. Hem, Ensuite, Sylvain, j'ai 2 questions que je pose à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as une personne ou plusieurs, bien évidemment, qui t'ont inspiré dans ta vie et si oui, pourquoi? OK, bonne question. En effet, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré, qui m'inspirent. Alors ça dépend du moment en fait, mais ouais, si je dois sortir un nom, je dirais Yann Darwin, parce que c'est vraiment grâce à lui que je me suis, lancé dans l'immobilier en 2017. Ouais, Ouais, tout le monde connaît, j'imagine. C'est un youtubeur, podcasteur aussi, qui parle, IMO essentiellement. Enfin, en tout cas, à la base, il parlait IMO. Maintenant, il parle un peu d'investissement de manière générale. Mais je suis tombé sur son livre par hasard, qui parlait de l'immobilier, de l'investissement, et c'est vraiment celui-là qui m'a fait basculer. Et c'est grâce à ce livre, puis après, bah, ses podcasts et ses vidéos YouTube, que j'ai vraiment investi dans l'immobilier, et je continue à le suivre là avec ses podcasts, le podcast en bagnole, et ses vidéos, et il a vraiment gapé, et maintenant c'est un entrepreneur, et je le trouve vraiment vraiment bon dans ce qu'il fait. Après, il y a plein de personnes aussi qui m'inspirent, que ce soit dans le sport. Bah, là, je pense à Mathieu Blanchard. Je cours ah beaucoup, oui, l'ultra trail, et là, je vois ce qu'il a fait là avec ses 600 kilomètres
dans le Canada, je trouve ça complètement incroyable. Donc en tout cas, voilà, je m'inspire des personnes qui surperforment, qui sortent de leur zone de confort. Donc je peux en citer encore plein, mais mais voilà. Bon, bah, c'est cool, merci. Et deuxième question, Sylvain, Oui. j'aimerais que tu nous dises, les valeurs auxquelles tu tiens. Voilà, ça peut être des valeurs qu'on t'a transmis ou des valeurs, que tu as appris au long de ton parcours. OK, ouais, je vais répondre un petit peu peut-être de manière classique, mais pour moi, c'est la santé, la famille, je dirais la liberté, la loyauté aussi sont des valeurs, qui me sont chères. Alors la santé, la famille, ouais, comme je disais, je fais du sport, je fais du sport tous les jours, parce que je veux être en bonne santé physique et mentale et justement ça rejoint un petit peu la famille parce que j'ai envie de montrer à mon petit garçon qu'il faut prendre soin de sa santé. Pas que forcément lui dire, mais aussi, lui montrer. Forcément si tu lui dis: «Fais du sport», mais que tu es dans ton canapé à boire des bières et fumer des clopes. Donc heu, C'est donc heu, ça. donc voilà, je lui montre, il me regarde, il me voit faire du sport tous les jours, que ce soit du renfort musculaire ou même des courses à pied parce que je m'inscris sur des trails longue distance. Donc voilà et puis forcément la famille, hein, je donnerai tout pour eux. La liberté, c'est exactement aussi pour ça que je fais ce métier. La liberté, voilà, comme je te dis, j'organise mes journées autour du sport. Donc des fois, je ne prends pas de rendez-vous parce que je sais que j'ai un créneau pour le sport. Et puis voilà, la loyauté, forcément, bon voilà, c'est des choses un peu classiques. OK, bon, bah, c'est cool en tout cas de belles valeurs et puis, surtout au niveau de la transmission de certaines valeurs auprès de ton fils. Ouais. Heu, Maintenant, Sylvain, j'aimerais qu'on parle donc tu nous as dit un petit peu ce que tu as fait tout au long de ton parcours. Voilà, que tu étais menuisier pendant, un certain nombre d'années, que derrière tu as été prof de wakeboard. Donc wakeboard, c'était, du coup, un métier passion, je suppose? Ouais, clairement, clairement, clairement. En fait, je me plaisais plus trop en menuiserie. Hem, alors j'ai appris beaucoup, hein, justement, c'est grâce à ça que j'ai appris à rénover des appartements. Mais le milieu du bâtiment, c'est quand même un monde, je me retrouvais pas du tout là-dedans. Donc je me suis posé une question en 2016, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelque chose qui me plaît et comme je l'ai dit auparavant, je suis fan des sports de glisse. J'avais découvert le wakeboard, quelques mois avant, parce qu'il y avait un wake park en fait, c'est un plan d'eau, où on est tracté par un câble. Bah, c'est ce qu'on a fait, hein, d'ailleurs, c'est Mmh, on s'est c'est rencontrés ça. et puis il y a des modules un petit peu sur l'eau comme dans un skatepark et puis, bah, l'idée c'est d'être tiré par le câble et de faire des figures, au-dessus de l'eau il y avait un wake park, donc un parc comme ça à côté de chez les parents de ma compagne. Donc à chaque fois qu'on allait boire le café là-bas, enfin qu'on allait manger en tout cas, moi j'esquivais après le café pour aller faire une Trop petite heure de wakeboard et j'ai vraiment adoré et il y en avait pas dans le Morbihan et donc je me suis dit: «Bon écoute, moi je passe ma formation», là c'était en 2016, «je passe ma formation pour être coach de wake et j'en ouvre un dans le Morbihan». Donc ça a OK. commencé comme ça. Il s'avère que la formation, c'était un BPJEPS, ça se passait du côté de Nantes, donc moi j'étais toujours du côté de Lorient. Donc j'ai commencé à faire l'aller-retour tous les jours. J'ai rencontré un gars là-bas en formation qui habitait à Lorient aussi. On a fait du covoiturage, c'était Franck et en fait, il s'avère qu'il avait déjà un projet d'ouverture de wake park, à côté de Lorient et on a sympathisé OK. et ça a commencé comme ça et j'ai été son 1er employé. Puis j'avais déjà aussi bossé sur le fait d'ouvrir un wake park parce que c'était ça mon objectif et donc on a mis nos idées un petit peu en commun. Bon, lui, il s'avère qu'il était beaucoup plus avancé que moi sur le projet. Donc c'est lui qui a ouvert son wake park et j'ai bossé avec lui, bah, de 2017 à 2022 et j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés parce que c'est un entrepreneur, vraiment vraiment bien câblé. Donc c'était Franck et Damien, c'était 2 associés avec qui j'ai bossé et j'ai vraiment beaucoup appris à côté d'eux et il s'avère qu'au final, à l'époque, je pense pas avoir enfin, en tout cas, je pensais pas avoir la tête, bien faite ou bien posée sur les épaules pour tenir une structure comme ça. Donc ça s'est bien goupillé et en tout cas, j'ai beaucoup appris à leur côté et c'est ce qui m'a donné envie encore plus d'entreprendre ensuite. Eh bah, trop cool et tu disais justement que, avec ce job à côté, tu avais beaucoup de temps pour te lancer dans le locatif. Mais, moi j'aimerais savoir du coup pourquoi en fait tu t'es lancé dans l'immobilier locatif? Bah, c'était clairement bah, là, je faisais mon métier passion, le wake, c'était chouette, mais je me Ouais. voyais pas non plus faire ça toute ma vie, tu vois? J'ai commencé à 30 ans à faire ça,
Je me disais: «Bon, bah, à 50 ans, est-ce que j'ai encore envie d'être sur le ponton à donner des cours, aux plus jeunes?» Je sais pas, bon, il y avait aussi cette histoire de retraite qu'on verra pas, c'est la c'est la question du moment. C'est Heu, ça. donc je me suis dit: «Voilà, il faut que j'assure mes arrières, que j'augmente aussi un petit peu mon niveau de vie». Heu et puis l'idée, c'était ça, c'était vraiment de réussir à remplacer, mon salaire qui n'était pas très élevé, hein, par des une rente locative. Et donc effectivement, on travaillait beaucoup l'été parce que c'est un métier quand même, assez saisonnier. Et donc l'hiver, là, j'ai commencé à investir dans une, colocation à Lorient, donc mon premier achat en 2017 si Ouais, je dis OK. pas de bêtises. Et puis, ça a commencé comme ça en effet là avec le crédit différé. Donc j'avais un crédit différé sur 2 ans, ça veut dire qu'on rembourse pas le crédit tout de suite. Donc je voyais les loyers tomber directement sur mon compte et je trouvais ça fou. Je trouvais que c'était un très bon levier, ça m'a juste donné envie de continuer et voilà comment tout a démarré. OK, et du coup pour cette première opération, est-ce que tu aurais les chiffres et surtout, comment tu l'as fait financer? En nom propre, en société? Est-ce que ça n'a pas été galère? Dis-nous tout. Ouais, première coloc. Alors en plus, je venais d'acheter ma résidence principale, heu Mmh. et heu et je me suis, rendu compte que j'avais fait une bêtise, en fait. En tout cas, c'est ce que tous les formateurs IMO disaient à l'époque, qu'il fallait Ouais. d'abord investir dans le locatif parce qu'effectivement, quand on s'endette avec la résidence principale, après on n'a plus de bah, c'est pas à toi que je vais l'apprendre le banquier, mais mais en tout cas, on a une barrière qui est aujourd'hui à 35 de taux d'endettement et si on le dépasse, effectivement, ensuite, c'est dur d'emprunter. Il s'avère que j'ai quand même réussi à emprunter pour cette colocation en faisant un petit peu forcing. On allait voir quelques banques. C'était pas un montant élevé, hein, je l'ai acheté 80 000. C'était un OK. BTS, enfin non, pardon, un 2 chambres dans Lorient, donc un T3 que j'ai transformé en T4. J'ai pris un petit peu dans le salon pour faire une troisième chambre et j'ai fait une colocation. Donc au total, ça m'a dû me coûter 100 000 €, frais de notaire, travaux compris. Et puis c'est un produit que je louais, alors de mémoire 360 pour la plus grande chambre, 340 et 320. Donc un petit peu plus de 1 000 € au total si je dis pas de bêtises. Ouais, ou 980, bon bref. 1 000 € au total et pour un emprunt à 500 €, quelque chose comme ça. Donc en gros les 2 premières chambres que je louais, remboursaient, le Tes crédit charges, ouais. et les charges, voilà, enfin toutes les charges. Et puis, bah, la dernière chambre, pardon, c'était le cash flow positif. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool, et puis, derrière, t'as fait d'autres OP? On en parlait un petit peu en off. Après sans forcément en détailler, on va dire les montants, mais déjà, tu fait un petit immeuble, c'est ça, tu disais? Oui, c'est ça, j'ai fait un petit immeuble, l'année suivante, voilà, à raison d'un investissement par an depuis 2017. Ouais. J'ai fait un petit immeuble en effet, 3 appartements. J'ai commencé donc ça, c'était en SCI par contre, parce que, bah, toujours ce problème de taux d'endettement. Entre-temps, j'avais revendu ma résidence principale, malgré tout. Heu, Ouais. 3 appartements et un que j'ai loué en, location courte durée, voilà, pour tester un petit peu. C'est un petit immeuble en campagne, donc dans une petite ville et heu et moi, j'y croyais pas du tout, mais on voulait louer, il y avait un petit studio à l'étage, qu'on a OK. on a créé d'ailleurs dans les combles. À la base, c'était 2 appartements et on a créé un troisième dans les combles et comme il était petit, on voulait le louer en meublé avec ma compagne et c'est elle qui a eu l'idée, elle dit: «On testerait pas de le louer en Airbnb?» Moi, j'y croyais pas du tout parce que c'était un peu dans une ville paumée, autant de la location longue durée classique, pourquoi pas. Mais de la courte durée, bon, j'étais un peu étonné. On a dit: «Bon, écoute, on essaye, pendant quelques semaines, quelques mois et puis si ça marche pas, on arrête» et il s'avère que ça a fonctionné, que depuis on il doit être loué à 80 du temps, je l'ai encore d'ailleurs Ah ouais, énorme. et donc c'était vraiment une bonne surprise. Donc sur cet immeuble, je crois qu'on a un crédit on avait un crédit de 140 000 €. C'était l'emprunt qu'on a fait. Donc travaux compris, hein, je crois qu'on avait acheté 90 000, on a mis 50 000 € de travaux dedans et Ouais. heu et on a 3 apparts, donc 2 en longue durée qui se louent à peu près 550 €, des petits T3 et puis, bah, celui en courte durée à l'étage, qui nous rapporte, je sais ça dépend des mois, mais en gros, autour de 800-900 €. Alors que c'était un appartement qu'en location classique, on aurait loué 300-350 € grand max. Donc on a vu que c'était quand même un bon levier, la location courte durée. Donc Ouais, c on a continué un petit peu dans ce sens-là, surtout qu'on avait un petit peu automatisé tout ça,
bon, avec des messages automatiques sur les plateformes et surtout Ouais. une femme de ménage qui vient, faire le ménage à chaque fois qu'il y a un changement de locataire et qui s'occupe aussi des draps et tout voilà. Ah, c'est cool, le process est bien rodé du coup maintenant. Ça Voilà, tourne tout seul. voilà. Donc aujourd'hui, on a 2 Airbnb, celui-ci là qu'on a encore Ouais. puis un deuxième là dans la ville où j'habite, à Hainaut. Voilà. J'ai pas O forcément envie d'en avoir plus parce que bon, c'est quand même, du boulot malgré tout. D'ailleurs, j'ai plus trop de locatif actuellement, j'ai arbitré par la suite. Ma colocation typiquement, je l'ai revendue pour pouvoir, justement avoir un peu de cash pour lancer ma société de marchand. OK, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, tu as récupéré du cash qui du coup t'ont permis de, du coup de mettre l'apport pour tes projets. En tout cas pour ton premier projet. Exactement, exactement. Donc c'était cette revente de la colocation là en nom propre, que j'ai revendue en premier Mmh. effectivement. OK, et on va dire pour terminer cette partie, enfin locatif ou achat immobilier, hors marchand, il me semble avoir vu, alors je sais plus si c'était sur LinkedIn ou sur Instagram, tu parlais d'une RP, enfin une résidence principale à construire, c'est ça? Ouais, là en ce moment je suis en ouais, c'est ça. Là, c'est le projet actuel là, tu vois? J'ai eu mon permis de construire il y a 15 jours. Là, Ouais, c'est le projet actuel, ouais. Là, je suis dans un appartement donc que j'ai acheté, que j'ai divisé en 2 appartements, donc là, c'est ma résidence principale actuelle, ouais. et je vais le revendre parce qu'on connaît ce levier de revente de résidence principale où on n'est pas taxé sur la plus-value. Donc je fais un petit peu ça là depuis quelques années, je fais des allers-retours, je reste quelques années dans mes résidences principales et je les revends. Et là, on fait construire notre maison à nous, à notre image, qu'on, espère garder un petit peu plus longtemps. On verra de quoi la vie est faite, mais voilà, donc on va construire une maison en bois là dans la ville où j'habite à Hennebont, à côté de Lorient. Ah, Et trop bien. et le prochain gros projet, ça va démarrer cet été, ouais, en effet. Donc moi, j'ai jamais fait de OK. construction, autant de la réno, j'en ai fait pas mal. Mais la construction, c'était ça aussi l'idée, c'était d'apprendre, d'acquérir des nouvelles compétences. Et il s'avère que, en effet, je commence à avoir des problèmes, techniques et j'app Bon, c'est comme ça qu'on apprend de toute manière. exactement. Et et du coup, bah, dernière petite question pour verrouiller ce sujet. Donc toi maintenant tu es marchand depuis 2022, c'est ça? Oui, à peu près, ouais, tout à fait. Enfin, je dis à peu près parce Ouais, que OK, et entre l'idée de devenir marchand et la création de la société, trouver le bien et tout, ouais, il me semble, ouais, l'idée est venue en OK, 2022 et je crois que, ouais, la société a été ouverte en 2022. OK, et du coup ta compagne, si ça a pas changé, elle est toujours en CDI, c'est ça? Ouais, ma compagne est en CDI, elle a un emploi classique, voilà, dans une start-up qui lui convient, voilà, avec une bonne situation donc effectivement, ça nous a aussi aidé à emprunter, en effet. OK, et du coup, ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que du coup pour verrouiller le financement, toi, de la nouvelle maison là que vous allez Ouais. faire construire, est-ce que ça a pas posé problématique au niveau des banques? Si, Toi, de si, par ton statut de marchand? c'était pas simple en effet, mais bon, on a quand même des rentrées locatives. Moi, effectivement, j'ai pas forcément assez de bilan avec mes sociétés de marchand et mes autres sociétés. Donc, OK. donc ils ont pas pris ça en compte, mais effectivement, avec le revenu de Vanessa, mes rentrées locatives, et bien, il s'avère qu'on a trouvé une banque qui nous a suivis. La banque, d'ailleurs qui me suit en ma conseillère qui me suit, sur mes opérations de marchand, Crédit Agricole pour pas les citer. Qui nous a suivis aussi sur ce dossier de résidence principale. Donc effectivement, on s'est un peu battu, on a eu un petit doute, c'était pas gagné à la base, mais on a réussi à emprunter et aussi et surtout en mettant quand même un apport conséquent, hein, je vais pas te mentir. OK. Bon, bah, écoute, c'est clair, et puis on reparlera du coup sur la partie marchand de ta conseillère du Crédit Agricole. Hem, du coup, maintenant on en vient au marchand. Heu, Pourquoi tu t'es lancé dans le marchand? Et comment tu as eu l'opportunité? Est-ce que ça s'est fait, on va dire en parallèle de tes investissements locatifs? Pardon. Ouais, alors en plus la situation est assez cocasse, c'est que au départ, je cherchais pas du tout à être marchand. Moi, je voyais ce métier un petit peu, comme un métier que tu fais après de longues années ou dizaines d'années d'investissement locatif, tu vois? Je voyais les marchands de biens, tous un peu grisonnants et tu vois, proches de la retraite, quoi. J'imaginais ça un petit peu comme ça, c'est marrant et et en fait, il s'avère que je continue à chercher pour faire de l'investissement locatif. En Bretagne, on a pas mal de grandes maisons
Donc l'idée c'était de j'ai fait une visite, une maison qui était pas très chère, qui me plaisait beaucoup et on pouvait faire, 6 appartements dedans. Donc acheter cette maison, créer un immeuble et faire des appartements en location. Donc l'idée est venue OK. de là, heu, sauf que j'ai pas trouvé le financement. Là, j'ai eu beau me battre comme je faisais d'habitude, j'étais déjà trop endetté. Pourtant j'étais en CDI, hein, ma femme aussi, mais bref, ils voulaient pas nous financer parce qu'on avait trop d'endettement. On avait une résidence principale aussi à l'époque. Bon bref, donc du coup, je suis allé voir un ami qui est investisseur aussi et je lui ai Ouais. dit: «Bah, écoute, si on peut-être que si on s'associe, on pourra acheter cette maison, faire les travaux et puis on aura 6 appartements, on pourra forcément une SCI». Et donc je lui dis: «Écoute, viens voir quand même, c'est une belle affaire, ça vaut le coup». Donc je lui fais faire la visite et il me dit: «Ah ouais, attends Sylvain, elle est chouette, en effet, c'est une belle affaire, mais honnêtement, je me vois pas faire du, long terme, tu vois, en association, j'ai déjà mes locatifs, tu vois, qui c'est qui va gérer les locataires, machin». Il me dit: «Écoute, je veux bien m'associer avec toi, mais on fait une opération d'achat-revente, on fait pas de la loc». Et là, bon, je fais: «OK, ça change tous les plans, mais pourquoi pas? C'est pas une si mauvaise idée». Donc je rentre chez moi, je pose les chiffres, je repose Ouais. les chiffres, je repose les chiffres et je me dis: «Bon, bah, bon, bah, écoute, c'est pas un mauvais plan finalement». Si ça fonctionne comme c'est prévu, ça pourrait faire l'affaire. Donc là, j'ai commencé à me renseigner à mort, sur le métier de marchand, parce que c'était un métier que j'ignorais. Il y a quand même des codes qui sont différents, du locatif. Et Ouais. donc j'ai bouffé du contenu là, comme j'ai fait quand je me suis mis dans le locatif, bref, comme je fais actuellement pour la reprise d'entreprise. Donc je bouffe du contenu, je bouffe du contenu et puis il s'avère qu'on a monté notre société de marchand de biens, qu'on a fait l'opération et que ça nous a même, rapporté, plus que ce qui était prévu à l'origine. Trop cool et du coup, alors cette première OP, si tu as un petit peu les chiffres en tête et surtout le détail du projet, donc c'était une maison, c'est ça, que tu as acheté, que tu as divisé en 6 apparts Exactement. et que tu as créé la copro et derrière, est-ce que tu as rénové les logements ou est-ce que tu as revendu en plateau? Enfin, comment tu as fait? Ouais, alors, ouais, c'est ça comme tu dis, c'était une maison, on pouvait faire 6 apparts, il y avait un grand terrain derrière, donc on a aussi découpé, une parcelle qu'on a revendue en terrain à bâtir Ouais, et on a pris un petit bout de ce terrain pour faire le stationnement. Parce que quand on crée comme ça un immeuble, quand on crée du logement, souvent, même presque tout le temps, l'urbanisme exige qu'on crée du stationnement. Donc après ça dépend des PLU, mais ça peut être, un stationnement par logement ou 2 par tranche, de surface ou des fois 1,5 ou 1,4, bref, enfin, il y a des ordres des PLU qui différents. Mais, OK, mais oui, pour les chiffres, c'est une maison qu'on a achetée 200 000 € avec le grand terrain derrière. On a fait 250 000 € de travaux en tout pour faire de la revente clé en main et OK. on a revendu le terrain à bâtir aussi, donc il y avait une découpe, de géomètre. Ah oui, pour répondre à ta question, est-ce qu'on a vendu clé en main ou en Eh ben, plateau? Et ben, on a fait un peu les 2, c'est-à-dire qu'on a précommercialisé dans l'état, le OK, temps de signer entre le compromis et la signature, la réitération. Donc on a commencé à pré-commercialiser comme ça et on a réussi à vendre, un appartement, ouais, c'est ça. On a réussi à vendre un appartement comme ça en plateau. C'était le dernier, enfin au dernier étage, sous les rampants. Donc OK, on l'a vendu rapidement dès qu'on a signé, nous, dès qu'on est devenus propriétaires, on a signé ce plateau et puis ensuite, les autres, on a avancé dans les travaux et puis on a continué les visites même pendant les travaux et on en a vendu un d'ailleurs très rapidement, un qui nous a fait confiance, c'était une connaissance qui est venu visiter, OK, qui nous a fait confiance et qui nous a dit: «Bon, bah, écoutez les gars, si vous continuez les travaux comme ça, moi je prends celui-là», donc on s'est entendu sur un prix et puis pareil, celui-ci s'est vendu très rapidement et puis les autres, on a attendu quand même de vendre clé en main avec, le coup de cœur, les cuisines, les salles de bain bien refaites parce qu'on s'est dit qu'on les vendrait quand même plus cher une fois finis. Donc les 4 autres, on les a revendus comme ça et puis OK. le terrain à bâtir aussi qu'on a revendu. Finalement, c'est le terrain à bâtir qui a pris le plus de temps. Autant de la signature authentique à la revente, je crois qu'on avait tout vendu en 6-8 mois, tous les appartements
et le terrain à bâtir, ça nous a pris, 15 mois, je crois. Parce qu'on a Avec quelqu'un qui s'était positionné, puis, retiré. Puis ensuite, il y en a quelqu'un d'autre qui s'est positionné, puis, il a fallu attendre le dépôt du permis de construire, puis, l'obtention du permis de construire, puis, les purges de tout recours, donc ça a pris du temps, finalement. On a eu le temps de revendre tout l'immeuble alors qu'on n'avait pas vendu le terrain à bâtir. ouais, c'est ça, terrain à bâtir, tu as des délais qui sont incompressibles. On va dire au-delà du financement de l'acquéreur, derrière, il y a le permis plus, Non, pas mal de choses donc ouais, c'est exactement. vrai que c'est un peu plus long. Du coup, OK. j'ai pas fini sur les chiffres, mais, pour si ça intéresse tes auditeurs, pour la marge, c'est peut-être ça qu'ils veulent savoir. Donc on avait acheté ça 200 000, frais d'agence, frais de notaire inclus, il me semble. On a mis Ouais. 250 000 € de travaux, donc c'est un projet qui avait un coût de revient de 450 000 et on l'a revendu, 680 000 € en tout, donc Pouah! avec une belle marge quand même. Bon ça, je te dis, c'est la marge brute, hein, bien sûr. Après, on a eu un peu de TVA sur le terrain, heu, bon, puis il y a les frais, les assurances et tout qui va bien, les intérêts aussi à payer, bien sûr, mais en tout cas, voilà, c'était ça la marge. Bah, ça fait quand même un beau premier projet, parce que c'est vrai qu'il y Ouais. a, pour avoir pas mal échangé avec, tu vois, des copains qui sont marchands, c'est vrai que souvent la 1re OP, on va dire, c'est une «petite OP» entre guillemets là. Vous êtes quand même partis sur un on va dire un gros projet Oui. Oui, oui. et franchement, c'est beau, hein, pour un premier er projet, Ouais, bon, on était incroyable. tous les 2 investisseurs, on avait déjà fait pas mal de rénovations. Moi, j'avais fait quelques divisions aussi, oui, oui, on s'est lancé. C'est l'opportunité qui a fait que si, voilà, ça s'est joué comme ça et effectivement, on regrette pas et en parallèle, on a continué d'ailleurs, on a fait une autre opération, c'était un terrain. Alors là, c'était complètement différent. On a acheté un Ouais, hangar, un gros hangar, c'était un hangar, un poulailler, les gros poulaillers là, en pleine campagne. On a acheté ça vraiment pas cher, et l'idée en fait, c'était de le revendre comme, OK, comme stockage en fait, pour stocker des véhicules ou même faire des box, tu sais, pour garde-meubles. Donc en fait, on a tout oui. défriché, on l'a nettoyé, enfin on l'a nettoyé, on a fait défricher, on a fait nettoyer et et on l'a revendu, comme ça avec une rentabilité en fait en leur disant: «Bon, bah, on peut mettre tant de véhicules, ça rapporte tant». À côté, il y avait une espèce de local en dur où on pouvait faire des box de stockage justement, donc voilà, on avait vraiment vendu une rentabilité. On a changé la porte d'entrée, je crois, pour la sécuriser. Donc on a quasiment pas fait de travaux, juste du nettoyage et puis on a revendu ça, je crois que c'était à la limite de la récession pour lésion, alors pour ceux qui savent pas, la récession pour lésion, Ouais, c'est ce que j'allais dire. en gros, c'est quand on fait pas de travaux, quand on n'apporte pas vraiment de valeur au bien et ben, on est capé, on n'a pas le droit de revendre au prix qu'on veut. Enfin, dans les faits, on peut revendre, mais celui qui nous a vendu, le vendeur peut se retourner contre nous parce qu'il peut se sentir lésé justement. Donc on l'avait acheté 45 000 pour te donner une idée, on l'avait acheté c'était un 45 000 et on avait une offre à 115 000. On avait mis l'annonce sur le bon coin alors qu'on n'était pas encore propriétaire. On avait déjà Ah quelqu'un ouais! qui voulait se positionner à 115 000 € et au prix en une semaine, il me semble, en une semaine de commercialisation. Et il s'avère qu'on n'a pas pu lui vendre 115 000 €. On lui a dit: «Bah, non, en fait, on te le vend pas à 115 000 €, on te le vend à 108 000 parce que sinon on est pas dans les clous». On avait vu ça avec notre notaire pour justement cette fameuse récision pour lésion. Donc l'acheteuse, n'a pas vraiment compris pourquoi. On lui a dit: «Bon, écoute, on est sympa, on te vend moins cher». Enfin, On fait un petit cadeau. on avait trouvé une excuse, je sais plus ce que c'est exactement. Et du coup, voilà, on l'a revendu 108 000, opération rapide et puis avec une belle marge encore. Bon, après, c'est pareil, je te parle de OK. brut, hein. Ouais, ouais, non, tout à fait, hein. En tout cas, merci pour le petit tips du prix de revente là. Voilà, donc comme on avance. Je l'avais déjà entendu dans un podcast, mais Ah oui, je en crois tout que cas, j'avais c'est parlé. top de le détailler. Je l'aime bien celle-ci, ouais. Et du coup, moi, j'avais une petite question, notamment par rapport à ta première re OP. Justement, tu avais acheté une maison que tu as divisée, en fait, en plusieurs apparts. Donc après, tu me diras, toi, par rapport à ton marché, mais logiquement, maison, on est souvent plus cher par rapport au prix des apparts. Je parle au prix au mètre carré. Hem, confirme-moi si c'est ça, hein, sur Bah, ta région? chez nous, c'est un peu à l'équilibre. C'est un peu à Ah, c'est un l'équilibre, peu à l'équilibre, OK. ça dépend des villes, mais là, dans ce secteur, ouais, les maisons se vendent même, un peu moins cher que les appartements parce qu'il y en a pas beaucoup, en fait, des appartements. Là, OK. c'était dans une petite ville de 5 000 habitants proche de Lorient et c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons mais pas tellement d'appartements et quand on va à la ville, à Lorient, c'est un petit peu plus cher. Donc on a attiré un petit peu ces gens-là, ces néo-investisseurs
qui voulaient faire du locatif, mais aussi à des personnes qui l'ont acheté pour leur résidence principale, des jeunes en primo-accédants. Donc OK, vraiment ça la cible. OK et justement par rapport à ça, du coup, c'est cette première OP, comment vous l'avez trouvée? Enfin, est-ce que c'était sur le bon coin? Est-ce que c'était, suite au développement de ton réseau, au niveau des agents immobiliers, et surtout au niveau de la négo? Est-ce qu'il y en a eu une et comment tu as fait, passer l'offre? Ouais, alors, ouais, alors il y a eu plusieurs étapes. Celle-ci, on l'a trouvée sur le bon coin. Alors, autant maintenant, j'ai beaucoup d'affaires qui se font off market, autant celle-ci, OK, ouais, sur le bon coin. Je voyais c'est une grande maison, voilà, pas très chère, au départ, elle était à 140 000 € si je dis pas de bêtises, mais sans le terrain derrière, sans le grand terrain qu'on a fini par acheter. Donc, OK. je vais la visiter. Au départ, tu sais, c'était pour du locatif. Donc en fait, je signe un compromis de vente, enfin une promesse de vente. Je vais chercher le financement. J'ai pas le financement, je me retire de l'achat du coup. Donc les vendeurs, c'était des héritiers. Il y avait 6 frères et sœurs, il me semble. Ah oui. Donc eux, ils étaient pas très contents forcément que je sorte de la vente, surtout que je les avais fait temporiser un petit peu. Je leur ai dit: «Écoutez, je me bats pour avoir le financement» et finalement je l'ai pas eu. Et donc, quand je suis revenu une deuxième fois pour l'acheter, mais cette fois-ci, c'était pour faire de l'achat-revente. Donc on est revenu avec un dossier solide. On avait un accord de principe de la banque et par contre, il nous fallait le terrain, qui était derrière pour faire le stationnement justement. Donc, on s'est entendu sur un prix à 200 000 € pour le tout. Eux, ça les arrangeait de tout vendre et c'est ça qui a fini de les convaincre à mon avis. Et donc on s'est entendu comme ça et finalement c'était avec une agent IMO, avec qui j'avais déjà travaillé quand même, donc on se connaissait. Donc elle a bien appuyé mon dossier, elle a dit que j'étais sérieux, que j'avais fait des opérations, que malheureusement la première fois ça avait capoté, mais que si je revenais, c'était sérieux. Voilà. OK, bah, trop bien. Donc ouais, maintenant tu disais, principalement on va dire, tes OP de marchand, tu les fais en off, quoi. Du coup, on t'apporte les affaires, Ouais, ça clairement c'est fait. ouais, clairement aujourd'hui là, je regarde même plus sur le bon coin, même ouais, même plus du tout. Enfin, je jette toujours un œil, j'ai toujours mes petites alertes, je regarde ce qui se fait. Mais je fais pas les visites comme ça en effet. Maintenant, c'est vraiment des agents IMO avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille, qui m'appellent quand ils ont des belles affaires. Ils savent exactement ce que je recherche. Il y a aussi les contacts un peu, comment dire? Bah, hors professionnel quoi, les amis d'amis ou les la famille, qui savent que je fais ça et quand ils ont quelque chose à vendre. Alors c'est pas toujours des bonnes affaires où ils ont pas forcément le regard de l'investisseur et du marchand. Mais j'ai déjà fait en tout cas des achats comme ça, en OK. avec le réseau, juste avec le bouche à oreille. Et ce réseau, du coup, pour l'entretenir, tu fais quoi? Enfin, régulièrement, tu revois les agents, tu les rappelles ou maintenant c'est rodé, Ouais, ils alors ça s'est t'appellent pas tout le fait comme temps? ça, ouais, maintenant c'est rodé, mais au début j'ai charbonné en effet, ça s'est pas fait comme ça. Bah, un petit peu comme tout le monde et ce qu'on entend, quand j'ai commencé à faire du locatif, c'était ça, c'était, toutes les semaines, j'avais une liste, j'ai mon petit tableur Excel avec le nom des agents IMO, des agences, leur numéro de téléphone et puis, bah, toutes les semaines, je prenais mon téléphone et je rappelais: «Est-ce que vous avez quelque chose?» Je cherche une colocation, je cherche un petit immeuble, enfin ça dépend des moments et hem et voilà et toutes les semaines, tous les mois, je rappelais ces agents, j'ai sympathisé, j'ai bu des cafés, j'ai fait des visites, beaucoup de visites. Je passais beaucoup, beaucoup de temps en visite au début et puis, bah, il s'avère qu'avec certaines personnes, j'ai fait des opérations, d'autres agents IMO qui m'ont vu faire des opérations, voilà, avec qui je discutais donc qui veulent travailler avec moi. Il y a des agents IMO que j'ai dans mon portefeuille avec qui j'ai jamais fait d'opération, ni d'achat, ni de revente, mais qui continuent de m'appeler et de me proposer des affaires parce qu'ils savent que c'est sérieux et quand je me comment dire? Quand je m'engage, on parlait de loyauté tout à l'heure justement. Donc quand Mmh. je m'engage, j'essaie toujours d'aller au bout de l'idée, ouais. Donc voilà et O aujourd'hui effectivement j'ai le réseau donc ça peut paraître plus simple, mais oui, oui, c'est vrai que ça l'est forcément quand on a un réseau, qui t'appelle, c'est toujours plus cool en effet. OK et pour, on va dire clore ce sujet, marchand, j'avais déjà posé cette question, alors c'était à Dodo, de mémoire, qui lui aussi avait démarré par le locatif et s'était lancé sur le marchand. J'aimerais que tu nous dises en fait ton point de vue, toi, le plus grand défi quand on passe d'investisseur locatif à marchand de biens, c'est quoi? Waouh! Alors, alors il y en a un paquet, hein.
Moi, je dirais quand même que c'est l'urbanisme, le plus grand L'urbanisme? challenge. Ouais, bah, il y a un paquet d'opérations qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y avait des contraintes d'urbanisme. Là, je pense à un projet là qu'on avait sur le feu il y a pas si longtemps. On voulait pareil diviser une maison en 4 appartements dans la Ouais, vallée de Bon, là où j'habite, juste à côté de chez moi en plus. Un très beau produit, 4 on voulait faire 4 appartements de 50 carrés. Donc l'urbanisme exigeait une place de stationnement par, logement créé. Donc il nous fallait 4 places de stationnement, pas de problème, on les avait. Sauf que en fait, il y avait une petite ligne, bon qu'on a vue après, mais c'est un peu de notre faute. Ils exigeaient, une place visiteur à partir du moment où on faisait un collectif de 4 lots. Donc, enfin, on l'a vu très vite quand même, hein, mais en fait, on voulait défendre le projet parce qu'il y a un parking public juste en bas de cette maison, qui est quasiment tout le temps vide sauf le jour du marché, voilà. Et donc on s'est battu en leur disant: «Bah, écoutez, est-ce qu'on peut pas déroger? Là, on vous apporte 4 appartements, c'est pas des cages à lapins on parle pas de cages à lapins de 15 carrés, on vous apporte 4 appartements de 50 carrés. On a 4 places, donc 1 place par appartement comme vous l'exigez. Il manque juste effectivement une place visiteur, mais mais il y a un appartement, pardon. Il y a un grand parking public juste en bas. Est-ce qu'on pourrait pas faire passer le projet comme ça?» Et il s'avère qu'ils ont jamais voulu après moult discussions. Voilà, leur seule réponse c'était: «Bah, écoutez monsieur, c'est marqué noir sur blanc, sur le PLU, on peut pas déroger, c'est comme ça». Alors que c'est une ville qui est en zone tendue, qui est en mal de logement. Vraiment en Bretagne, on a vraiment ce problème-là, les gens ont du mal à se loger. Là, on leur a porté sur un plateau, 4 appartements et il s'avère qu'ils ont refusé notre projet à cause d'une place visiteur. Voilà. À croire qu'ils préfèrent que les gens se garent plutôt qu'ils se logent, quoi. putain, Et donc incroyable. voilà, et c'est souvent comme ça, des dossiers qui capotent à cause de l'urbanisme. Là aussi, on est en train de se battre, là, on est en train de diviser un terrain, on est en zone OAP, donc il y a des zones humides, voilà, donc là, on dépose les permis d'aménager, ils reviennent, enfin bref, on est en train de se battre avec l'urbanisme, là, en ce moment. Ouais, au top, quoi. Le gros Ouais, c'est quand même le gros challenge, je trouve, et c'est souvent le stationnement, hein, quand on crée du logement, et puis après, il y a aussi le financement qu'on Mmh. c'est aussi un sujet quand même, hein. Ah d'ailleurs, bah, attends, tu fais bien de me relancer à ce sujet, sur la partie financement parce que je m'étais noté ça. Tout à l'heure, tu parlais de ta chargée, clientèle qui finance en fait ta nouvelle résidence principale et tu disais de mémoire que c'était elle aussi qui finançait tes opérations de marchand, c'est ça? Ouais. Et parce qu'en fait, dans pas mal de banques, il y a tout ce qui est, partie, on va dire, marchand et promotion. Souvent, il y a des services qui sont dédiés. Toi, du coup, celle qui te suit sur tes opérations de marchand, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait partie d'un service spécialisé ou c'est juste une chargée pro, classique? C'est une chargée pro classique, mais elle fait remonter nos dossiers, elle nous défend à chaque fois et donc elle fait passer, Ouais, celle qui nous défend, elle fait passer, les dossiers en commission. Alors on a rencontré aussi, les personnes, chargées du marchand de biens là au comment dire? Au mince, enfin, dans le quartier général du Crédit Agricole à Vannes, et OK. on a rencontré toutes ces personnes, mais voilà, ça passe toujours par la conseillère. Elle est contente, elle travaille et elle défend bien nos projets, elle nous les fait passer, donc il y a pas de raison de changer pour le moment. Voilà. OK et puis du coup, première fois que tu es allé la voir donc 1 opération, tu étais, bah, du coup sur un montant de 400 c'est elle qui avait financé, c'est ça la première OP? Ouais, mais ouais, enfin une partie en fait. La OK, première opération, la celle de 450 000 que je te parlais tout à l'heure dont je te parlais tout à l'heure, on a la banque, le Crédit Agricole nous a financé, uniquement 200 000, c'est-à-dire le prix du bien plus terrain. OK, Heu, de mémoire, on a mis, 100 un peu plus de 100 000 € d'apport, je crois, OK, 150 000, et le reste a été financé par, une plateforme de crowdfunding. OK. C'était quoi? C'était la première brique, non? La brique, ouais, exactement, on a travaillé avec eux OK, sur ce dossier-là, ouais. Ouais. OK, 1re opération s'est passée comme ça. En parallèle, là, le terrain dont je te parlais tout à l'heure, on l'avait financé en cash aussi, donc voilà, on avait quand même un apport conséquent, pour se lancer, et maintenant, bon, bah, les plateformes de crowdfunding, bah, on s'en sert quand même malgré tout parce que des fois, bah, on a tout le cash qui est dehors, et on a besoin d'eux pour faire financer d'autres projets, mais c'est vrai que quand on peut passer par une banque traditionnelle, ça coûte quand même moins cher.
Et justement, j'aimerais qu'on parte maintenant sur le sujet de, un peu du crowdfunding. En tout cas hors plateforme. Tu fais du marchand avec Ismaël, qui a Oui, le podcast La Bonne Fortune exactement. et vous voilà, vous discutez. En tout cas, vous échangez pas mal sur LinkedIn sur vos projets en commun et vous faites pas mal de levées de fonds. Des levées de fonds obligataires, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, exactement. Ouais, ouais, donc ça, c'est la deuxième société, Le Bon Flip, avec Ismaël, Ouais, tu disais. Là, on fait des opérations de marchand de biens, ça, c'est vraiment le business model de cette société. On fait des opérations de marchand de biens, sauf qu'au lieu d'aller chercher les banques, effectivement, on fait financer par des investisseurs privés. Donc là, bah, la première opération, c'était l'année dernière, c'était à Saint-Benoît, à côté de Poitiers. On a acheté un petit immeuble de 4, non 5 lots pardon, 4 appartements et un garage et qu'on a OK, revendu à la découpe et effectivement, on a fait appel à des investisseurs privés, qu'on rémunère sous forme d'obligations. Donc ils sont 25, je crois, avoir mis des billes, dans ce projet. En parallèle, on crée un petit groupe WhatsApp et des échanges par mail, bien sûr, et on leur explique un petit peu toutes les étapes du projet. Donc non seulement ils sont rémunérés par rapport à l'investissement qu'ils ont fait, mais en plus ils découvrent comment on opère, sur une opération de A à Z. Donc c'était vraiment ça l'idée, l'échange, le partage. L'idée, c'est que c'est des gens quand même qui sont intéressés par l'immobilier, donc ils se forment et en plus, bon, bah, voilà, ils posent des billes, mais ils sont rémunérés sous forme d'obligations, effectivement. trop bien et du coup, ça permet entre guillemets «de switcher» un petit peu les établissements bancaires? Ouais, Ou en tout cas de pouvoir s'en détacher, mouais, c'était clairement ça l'idée. Bah, lui comme moi à ce moment-là, quand on a ouvert cette société, on n'était pas forcément, finançable parce que tout mon cash était dehors. Moi avec, l'autre société là, un petit peu historique là, dont je te parlais tout à l'heure. ouais, Lui, Ismaël aussi avait beaucoup investi a beaucoup investi dans du locatif et donc l'idée, c'était vraiment ça, c'était vraiment de squeezer les banques, d'une pour aller plus vite, donc être plus véloce parce que c'est vrai qu'on sait que pour avoir un financement bancaire, ça prend du temps. Donc ça, c'était la première idée et puis la deuxième idée, c'était vraiment de partager autour de ça. Partager, apprendre aux gens à faire des opérations de marchand et donc quoi de mieux que de les faire participer au projet, donc financièrement bien sûr et puis, surtout on récolte leurs idées, on échange autour de ça. Voilà, quand on vend un bien, bah, là on a opéré une petite baisse de prix, voilà, on a discuté tous ensemble, les ah appartements étaient trop bien. un petit peu trop chers, voilà, enfin on discute autour de ça et puis comme ça tout le monde est gagnant. OK, donc de beaux projets à venir, ce que je ferai, je mettrai ton lien LinkedIn, dans le podcast. Ouais, avec plaisir, bien Comme sûr. ça, voilà, les gens qui voudront aller voir ce que tu fais sur LinkedIn, ils pourront voir ça et hem et j'aimerais du coup qu'on détaille, un petit peu aussi ce que tu fais sur LinkedIn parce que alors on en parlait en off, tu disais qu'en ce moment tu es un petit peu moins régulier, mais il y a quand même une période où tu étais très, très régulier. Je sais même pas si c'était pas tous les jours quasiment ou tous les 2 jours? Parce que moi je te suis sur LinkedIn. Du coup, d'où, cette volonté on va dire d'où t'es venue cette volonté de partager? Ouais, alors je crée du contenu depuis pas si longtemps, depuis, 1 an et demi. Il me semble que j'ai commencé en septembre, tu vois? Donc il y a 1 an et demi. À la base, pourquoi? Je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça, j'avais envie de partager. Je me disais que ça pourrait me servir un jour d'avoir une petite communauté autour de ça, autour du Ouais, marchand de biens, heu et il s'avère que je regrette pas parce que ça m'a permis de faire plein de rencontres. On a aussi trouvé, bah, des investisseurs, on a communiqué, autour du bon flip, sur LinkedIn. On le disait tout à l'heure, mais Ismaël, il a aussi un podcast qui s'appelle La Bonne OK, Fortune. Donc lui, il avait déjà une petite communauté autour de l'investissement. Donc voilà, alors pourquoi j'ai fait du contenu, je sais pas. Aujourd'hui, je regrette pas du tout et oui, je suis moins présent en ce moment, mais c'est vrai que pendant 1 an, j'ai publié quasiment tous les jours, ouais, hors week-end, mais ouais, 5 jours sur 7. Et alors j'ai une petite communauté de 4 000 abonnés, hein, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment une communauté, quali, voilà, qui nous suit, comme je te disais, j'ai fait des belles rencontres. C'est peut-être même en voyant mes posts LinkedIn que toi, tu m'as contacté, tu vois? Donc ça permet ce genre de rencontre OK, et aussi ça m'a, lancé dans l'accompagnement. Parce que donc je parlais un petit peu de la division immobilière surtout parce que on en fait pas mal et c'est de là-dedans que je suis calé
et c'est quand même, un sujet assez complexe, la division IMO. Donc hem, j'ai commencé à parler de ça sur LinkedIn et il s'avère qu'il y a une, heu, une dame qui m'a contacté, Adeline là pour la citer. Si elle écoutera peut-être le podcast, elle va se reconnaître. Elle m'a contacté et elle m'a demandé si je Ouais, faisais pas de l'accompagnement. Alors je lui ai dit: «Bah, écoute non, je fais pas d'accompagnement, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux t'aider?» ouais, Et bah, elle m'a dit qu'elle voulait se lancer dans le marchand de biens, qu'elle avait beaucoup de maisons dans son secteur et qu'elle voulait, OK. faire un petit peu ce que je fais quoi, diviser un bien en plusieurs lots. Et donc je l'ai pris sous mon aile, on s'est entendu sur un prix, sur un accompagnement et puis ça a démarré comme ça. Aujourd'hui, j'accompagne, 3 élèves. Alors je suis complet, hein, clairement je veux pas en prendre plus parce que ça prend du temps. Donc j'accompagne 3 Mmh. élèves comme ça, je les accompagne sur une opération de A à Z, donc vraiment, de la recherche du bien, OK. jusqu'à la fin. Alors Sylvain, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, de ce que tu fais avec Ismaël. Alors déjà dans un premier temps nous dire, comment vous vous êtes rencontrés et puis voilà les opérations que vous faites ensemble. La petite particularité aussi que vous avez, le fait que vous passez pas forcément par la banque pour vous Oui. faire financer et puis un petit peu ce que vous partagez à vos investisseurs et comment voilà vous développez un petit peu cette communauté. Ok, alors avec Ismaël, on s'est rencontrés il y a quelques années de ça, 4-5 ans, je dirais. Ismaël, il a le podcast La Bonne Fortune. Ouais, Et un été, il proposait de faire des capsules avec des investisseurs ou des néo-investisseurs qui voulaient raconter leur histoire. Et c'est ma compagne Vanessa qui avait pris contact avec lui. Et puis on avait enregistré une petite capsule d'une demi-heure où on racontait un petit peu nos investissements. À l'époque, c'était sur mes colocs, je ne sais plus quoi. Et il s'avère que quelques mois plus tard, il est venu passer des vacances en Bretagne. Il m'a contacté, on s'est rencontrés, on a passé une bonne soirée ensemble avec sa famille, ses enfants. On a fini au restaurant et on a passé même toute la journée ensemble, je crois, du midi jusqu'au soir. On a sympathisé, ça s'est fait comme ça. Et puis on est resté en contact. Et puis nous, on est repassé un jour par Poitiers, on s'est arrêté le voir. Et puis il est revenu en Bretagne. Bref, voilà, on a sympathisé et la rencontre s'est vraiment faite comme ça. Et puis jusqu'au jour où, bon, bah, on avait quand même plein d'appétences en commun, disons, et on a voulu donc s'associer et monter cette société Le Bon Flip ensemble. Cette société, effectivement, c'est une société de marchand de biens. ouais, Donc, à la base, elle avait pour vocation uniquement de faire des opérations de marchand de biens. Et on a créé finalement une communauté autour de ça. Donc, grâce un petit peu, lui, à la communauté qu'il avait déjà créée autour de son podcast. Et puis moi, ensuite, avec le réseau LinkedIn. Et on a créé une communauté autour de ça pour déjà échanger sur le métier de marchand de biens. Donc on a une communauté WhatsApp, aujourd'hui il y a plus de 300 membres, une newsletter aussi qui compte quelques milliers de membres. ok. Et, euh, et l'idée donc c'était vraiment le partage. Et puis ensuite on a fait des opérations de marchand de biens et on a voulu aller plus vite, plus fort. Et donc comme on avait cette communauté, on s'est dit pourquoi pas squeezer les banques et puis faire rentrer des investisseurs privés qu'on rémunère sous forme d'obligations. Donc c'est ce qui s'est passé avec une première opération à Saint-Benoît, à côté de Poitiers. Donc on a créé un petit groupe WhatsApp juste avec les investisseurs, dans lequel on partage l'avancée du dossier, tout quoi, tu vois, les travaux, vraiment de la signature du compromis jusqu'à chaque fois quand il y a des ventes, on leur dit, on leur explique. Il y en a qui posent des questions. Donc vraiment, l'idée principale, c'était vraiment qu'ils s'investissent dans le projet, bon, déjà financièrement. Donc ils investissent des billes, donc déjà ils sont vraiment investis. Et puis ensuite, on partage, on échange, voilà, toujours autour des projets. Et puis en plus, donc eux, ils apprennent. Et en plus de ça, ils sont rémunérés grâce à un système d'obligation. Donc tu vois, là, c'est de l'ordre de 13% par an pour cette première opération qu'on a faite. Là, Ouais. on en a d'autres opérations dans le pipe. Et puis voilà, ça continue comme ça. Ok, bah écoute, trop cool. Et puis, ce que je trouve sympa, c'est que du coup, vous partagez un petit peu le détail du projet et que par la même occasion, voilà, si les investisseurs ont des questions, bah du coup, ils apprennent des choses. Donc, je trouve ça vraiment bien, tu vois. Exactement. C'est exactement ça. Et puis ensuite, bon, moi, comme je te disais tout à l'heure, je fais du coaching en one-one. Et Ouais, c'est vrai que j'avais quand même pas mal d'élèves et pas mal de demandes. Donc, je pouvais pas me décupler. Et donc, là, on est en création d'une sorte de bootcamp pour aider les néo-marchands de biens à trouver leurs premières opérations ou leurs prochaines opérations, ça dépend comment on le voit. En tout cas, à structurer une société de marchands de biens et à lancer leur carrière de marchand de biens. Donc on fait ça en petit comité. Là, le bootcamp va démarrer début avril, c'est le premier, ouais, avec un prix d'appel.
Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est vraiment d'accompagner, de continuer vraiment de créer un écosystème autour du bon flip, autour du marchand de biens, de l'accompagnement, et puis pourquoi pas aussi les aider à financer leurs opérations pour que le bon flip puisse scaler, parce que nous, on peut pas non plus faire des opérations partout en France sans avoir des référents, des porteurs de projets sur place. Ouais. Donc c'est vraiment ça l'idée, de créer un écosystème autour du marchand de biens, de l'accompagnement, des investissements, et créer un cercle vertueux et que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde soit content. Ok, bon, bah écoute, c'est cool. Ce que je fais pour les personnes que ça intéresse, je partagerai ton LinkedIn. Comme ça, après, libre à eux de te Ouais. contacter s'ils ont des questions. Exactement. Ouais, ils trouveront toutes les infos sur ma bio. Il y a même des outils gratuits qu'on partage, comme des petits guides sur la TVA. On a simplifié un petit peu parce que la TVA, c'est un vrai sujet sur le marchand de biens. Ouais. Donc j'ai simplifié, j'ai fait un petit guide, enfin simplifié, tout en donnant quand même les détails, les tenants, les aboutissants, parce que c'est quand même un sujet complexe. Mais en tout cas, pour simplifier le beau flip, là, tu sais, c'est le fameux guide de l'État, là, un petit peu sur toute la fiscalité et tout, donc, sur la fiscalité immobilière, entre autres. Ouais. Et donc on a créé ce genre de petits outils. On a créé aussi une roadmap pour comment gérer une division de A à Z. Tu vois, pareil, pour ne pas oublier les étapes. Enfin voilà, on a plein d'outils et ils retrouveront en effet tout ça sur ma bio sur LinkedIn. Ok, bon, bah trop cool. Et j'ai encore quelques petites questions. Sylvain, j'aimerais que tu nous dises un petit peu à quoi ressemble une semaine type avec toi. Comment tu t'organises voilà, si on va dire je suis stagiaire, je viens chez toi en stage une semaine, 15 jours. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Ok. Alors, il n'y a pas vraiment de semaine type, il n'y a même pas de journée type, je t'avoue. Ouais. Ça dépend du travail que j'ai chaque semaine, des opérations en cours, des chantiers quand il y en a. Mais en gros, je me réveille ni trop tard ni trop tôt. Je me lève vers 7h. J'aime bien faire mon petit yoga, méditation. Je commence par ça, une petite demi-heure. Ensuite, je me mets au travail là, de 7h30 à 8h, 8h15, avant que tout le monde se réveille, ma petite famille. L'heure de 8h à 9h, elle est vraiment consacrée à ma famille. Bon, petit-déj, préparer l'enfant pour qu'il aille à l'école. Je l'emmène à l'école et puis je rentre chez moi à 9h. Et puis là, la journée démarre vraiment. Donc le matin, j'essaye de faire des choses productives et créatives surtout. Il y a plein de choses. Typiquement, là, en ce moment, on crée le bootcamp. Donc le matin, je fais ça. J'écris les newsletters, voilà, tout ce petit côté créatif. Ouais. Aussi, quand il y a des déclarations de travaux à faire ou des plans ou des certificats d'urbanisme, tout ce genre de choses, j'essaie de les caler le matin. Ensuite, le midi, j'aime bien aller faire mon sport, du coup, parce que ça me prend quand même du temps. Parce que je te disais que je faisais un petit peu de trail, du coup, faut faire du volume, faut quand même aller courir, plus un peu de renfort musculaire, voilà. Donc l'heure du midi, voire les 2 heures du midi sont consacrées au sport. Après, repas, douche, et puis l'après-midi, ça redémarre. C'est là où je cale mes rendez-vous à café, quand il y en a, ou les rendez-vous notaires, rendez-vous géomètre. Voilà, je passe beaucoup de temps au téléphone, à vrai dire. Et puis ensuite, ma journée s'arrête à peu près à 17h quand je vais chercher l'enfant à l'école, où là, je repasse du temps en famille. Et puis quelquefois, quand j'ai l'envie et la motivation, le soir, je reprends un petit peu, alors soit pour écrire des posts LinkedIn, par exemple, ou envoyer quelques mails. Voilà, typiquement. Puis parfois, il y a des chantiers en cours, donc au milieu de tout ça, je vais sur les chantiers. Voilà, j'ai des coups de téléphone avec mes associés. Enfin, voilà, il y a pas vraiment de journée type, mais c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je travaille. Donc je travaille de la maison aussi. Ça, je pense que c'est important de le dire. Ouais, ok. J'ai pas de bureau, j'ai pas de lieu où je vais travailler, mais voilà. Donc faut s'organiser, faut se structurer. J'ai quand même mon planning que je fais tous les dimanches soirs, où j'essaie d'organiser ma semaine avec mes missions principales, et puis ensuite je brode autour de tout ça. Ok. Bon, bah écoute. Et t'as parlé un peu tout au long du podcast, notamment du trail. Oui. C'est quand même un sport dans lequel on doit beaucoup se dépasser, avoir beaucoup de mental. Pourquoi en fait t'as choisi ce sport? Pourquoi j'ai choisi ce sport? C'est une bonne question. Je crois que tu cours un petit peu toi aussi, hein. Un petit Donc, peu, ouais. Moi, c'est plus course à pied classique et je me suis mis au trail toute fin l'année dernière, ouais. excellent, excellent. Et donc tu commences à faire des longues distances aussi, j'imagine? Eh ben, Enfin, de petit, plus en toi, plus. le premier que j'ai fait, c'était un 42 km et on va voir pour Ok. essayer d'augmenter un petit peu cette année, ouais. Ok, super. Bon, moi, comment je me suis mis au trail,
au début, c'est quand j'ai passé ma formation pour être moniteur de wakeboard. C'était à la base pour récupérer une condition physique. Donc, j'ai commencé à courir 1 à 2 fois par semaine, une demi-heure, 1 heure par-ci, par-là. Et puis j'ai vraiment adoré. Et puis, j'ai été piqué, à vrai dire. Donc, j'ai commencé à prendre des dossards sur des 8 km, 10 km. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire un semi-marathon, puis un marathon, puis plusieurs marathons. Et puis bon, bah, pourquoi pas aller chercher des plus longues distances. Et là, je me suis mis au trail. Et où j'habite, là, il y a des bois, il y a vraiment des spots super sympas pour courir et faire du trail avec un petit peu de dénivelé. Bon, ça reste du dénivelé breton, mais il y a un petit peu de boss quand même. Et donc voilà, aujourd'hui, je cours, j'ai fait des 80, 60, 92 km là, même aujourd'hui, pour mon maximum. Et j'ai dans le viseur 112 km, le Bretagne Ultra Trail qui se passe le 26 avril, là, dans 20 mois, à l'heure où on enregistre le podcast. Et ça, c'est même une course de prépa pour l'objectif, le gros objectif de l'année, disons c'est le 105 km à Andorre. Ah oui. C'est un trail by UTMB. Tu sais, qui donne des points, des Running Stones pour éventuellement s'inscrire à l'UTMB ensuite. Ouais. Ultra Trail du Mont Blanc. Ok. Et là, on est sur 105 km, mais 7000 de dénivelé. Ah oui. Donc ça va être dodu et je pars pour 24 heures de course à peu près, autour de 24 heures de course. Eh ben écoute, hâte de suivre ça, tu partageras sur, Ouais. sur les réseaux. Ouais, puis après j'en ai d'autres aussi dans les Alpes cet été. Là, j'ai le trail du Galibier sur 2 jours. Et puis là, je me suis inscrit à un trail en Bretagne aussi au mois d'octobre. C'est le dernier Rome debout. Ah Tu oui. sais, tu fais des boucles, c'est des boucles de 7,5 km et tu as un départ toutes les heures. Et ça dure sur 24 heures, donc tu peux t'arrêter quand tu veux. Tu fais autant de boucles que tu veux. Mais l'idée, c'est d'en faire le plus possible et d'aller le plus loin possible. Voilà. Ah ben, je connais cette course, en fait, avec un pote, on s'en est inspiré. Ok. On s'en est inspiré parce qu'à l'époque, on devait faire l'ascension du Mont Blanc. Et en fait, le guide nous a appelé, si tu veux, 36 heures avant pour nous dire on peut pas faire l'ascension à cause du temps. Du coup, moi j'étais quand même avec mon pote, on a dit qu'est-ce qu'on va faire pour s'occuper. Et en fait, on avait parlé de cette course quelques semaines ou quelques mois avant. Et du coup, on s'en est inspiré. On a fait, alors c'était des boucles, nous, de 7 km. Ok. Et du coup, on s'était pas du tout entraîné pour la course. Après, lui, il a quand même une plus grosse condition que moi. Donc moi, j'ai fait, je crois, 6 boucles. Tu vois, j'ai fait 42 bornes. Pas mal. Et lui de mémoire, je crois qu'il en a fait 10. Et puis tu vois, on avait posé une petite table devant chez moi avec dessus tu sais, des pâtes, du thon, de la charcute et tout. Et on faisait ravito tous les 7 bornes. Ah, excellent, c'était pas une course officielle, quoi. C'est vous qui avez Ah non, créé non, on l'a fait vraiment pour le fun, tu vois. Mais écoute, Ok, tu trop bien. me tiendras au jus pour cette course. C'est vraiment sympa. Bah ouais, écoute, c'est dans le 56, là, à côté de Vannes, à Malétroit. Et il y en a plein des comme ça, ouais. Les Oui. Infinity Trail aussi, là, qui sont connus, où c'est pareil, tu fais des boucles, mais là, je crois que c'est pas sur 24 heures, c'est sur autant de temps que tu veux, vraiment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et ouais, c'est un petit peu la hype du moment, donc je vais aller tester ça. Trop bien. Et puis écoute, Sylvain, j'ai encore 2 dernières questions pour toi. Donc l'avant-dernière, j'aimerais que tu nous dises si tu investis ailleurs qu'en immobilier. Oui, j'investis. Alors, je suis exposé. Je suis vraiment exposé en immobilier. Quand même, c'est l'investissement que je fais le plus. Mon cash est investi principalement dans l'immobilier. Mais effectivement, quand j'ai fait des rentrées d'argent, notamment en vendant ma résidence principale ou en vendant des biens, j'alloue toujours une petite partie en bourse. Donc le schéma un peu classique, hein, en ETF, j'investis tous les mois en DCA. Donc le DCA, c'est quand on investit tous les mois une somme identique sans trop regarder les cours de la bourse, si tes auditeurs ne savent pas. Et donc je fais ça, j'investis une somme sur des ETF tous les mois. Et pareil en crypto. En crypto aussi, j'investis sur le Bitcoin principalement. Ok. Tous les mois, une petite somme, voilà, depuis 2020 maintenant. Donc Ah oui, c'est ça régulier. commence à faire des bons multiples, donc c'est cool. Ok, bon bah écoute, merci. Et dernière question, Sylvain. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Pour moi, réussir sa vie, c'est quoi? Réussir sa vie, je pense que c'est être heureux, déjà. Donc, peu importe hein, ce qu'on fait, ce qu'on vit, il faut juste être aligné avec ses valeurs, je pense, pour être heureux, déjà. Et puis quand on est aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a envie de faire, je pense que l'abondance, elle vient un peu naturellement. Tu sais, que ce soit l'abondance financière, ton podcast s'appelle comme ça,
The Money Show, donc Oui. on parle d'argent, mais ouais, l'abondance financière, mais pas que. Il y a aussi l'abondance, je sais pas, affective, voilà, les amis, la famille. Quand on est bien dans sa peau et qu'on fait des choses qu'on aime, et ben, la vie nous le rend, et je pense que c'est comme ça qu'on peut être heureux. Et c'est comme ça, quand on arrive à la fin de sa vie et qu'on se dit j'ai eu une belle vie, et ben, je pense que c'est ça réussir sa vie. Voilà. C'est pas très original, mais c'est comme ça que je le conçois en tout cas. Ok. Eh ben, écoute, merci pour ton partage, Sylvain. Eh ben, je t'en prie, merci pour l'invitation, Romain. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!